Bonjour à tous. Bienvenue à la Foire de Savoie pour cette conférence économique. Moi, je suis ravie d'être là cette année encore parce qu'il y a aussi des organisateurs et des partenaires qui sont là chaque année pour pouvoir organiser cette conférence. Je parle de l'antenne savoyarde de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, du réseau Entreprendre Savoie, des Savoie Mont-Blanc Angels, bien sûr de la Chambre de commerce, de la Savoie, de la Chambre des métiers, Savoie Expo, qui nous accueille et qui accueille la foire que je vous invite à découvrir, et puis les partenaires, la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes et la Vie Nouvelle. Le thème cette année, comment transformer les moments de doute en énergie, sportifs, de haut niveau, entrepreneurs, même combat. On ne va pas attendre plus longtemps, je vous propose d'accueillir nos invités, Marion Roland, Léa Gaget, Damien Lémon. Je vous laisse vous installer et puis on va commencer par le commencement. Pourquoi vous êtes ici? Parce que chacun à votre manière, nos invités, ils ont su transformer les moments de doute en énergie. Les histoires qu'ils vont vous raconter, ce sont leurs histoires. Alors oui, leurs histoires d'entrepreneurs, mais aussi leurs histoires de sportifs de haut niveau et surtout leurs histoires de femmes et d'hommes qui ont des hauts et des bas, comme tout le monde, qui ont des moments de doute, qui ont des moments de joie et qui font ce qu'ils peuvent parfois. L'idée, en fait, aussi de cette conférence, c'est d'écouter un petit peu leur expérience et leur partage. Et peut-être qu'il y en a certains qui résonneront pour vous. Alors, comme d'habitude, il y a un temps de conférence et après, vous aurez aussi un temps pour leur poser des questions. Merci à tous les trois d'être ici. On va commencer. On se fait un tour de table pour que vous vous présentiez. Tu commences, Damien? J'attaque. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je m'appelle Damien Lémon. J'ai 43 ans. Je suis originaire de Tarentaise et j'y vis toujours. Je suis chef d'entreprise, j'ai deux PME, deux petites PME qui sont basées à Alpespace, donc à côté de Montmélian. La première fait de la pièce détachée pour les domaines skiables, les remontées mécaniques, etc. Et la deuxième, elle conçoit et elle vend des solutions de loisirs 4 saisons. Merci. Bonjour à toutes et à tous, je suis Léa Gaget, la cofondatrice de la start-up sportive. On est basé à Technolac et notre plateforme s'adresse au monde du sport, d'où le lien avec la conférence d'aujourd'hui. On va en parler tout à l'heure. Bonjour à tous, je suis Marion Roland, je suis une retraitée de l'équipe de France de ski et je suis championne du monde de descente en 2013 et puis maintenant je suis monitrice de ski, travailleur indépendant donc et puis maman. Et même femme de chef d'entreprise en plus. Et même femme de chef d'entreprise, ouais, donc je connais aussi les dessous de l'activité. Super. Et on va commencer avec toi, Marion. L'idée, c'est que, Marion, tu nous racontes un petit peu ton parcours. On va commencer par le commencement. On fait comment pour devenir sportif de haut niveau? C'est quoi ton histoire? Alors, moi, je suis originaire de la station des Deux Alpes. Je ne suis pas savoyarde, mais savoyarde d'adoption maintenant. Je suis désolée. Ça va bien se passer ou pas? Parce que je sens une petite tension dans la salle. Je vais bientôt demander ma naturalisation savoyarde, ne vous inquiétez pas. Et donc, je suis fille de monitrice de ski, fille de pisteur secouriste. J'ai donc vécu toute mon enfance en station. J'ai commencé au ski club des Deux Alpes vers 7-8 ans, enfin un peu avant avec mes parents et à faire des glissades entre les jambes de ma maman. Et donc, j'ai suivi en fait tout le petit cycle de club des sports, comité du Dauphiné régional. Ensuite, je suis rentrée en équipe de France en 98 sur le groupe junior. J'ai fait ma première Coupe du Monde à 22 ans, après avoir pas mal râpé les pistes de Coupe d'Europe. Et donc, je suis vraiment rentrée dans le groupe Coupe du Monde descente à 24 ans. Pour faire 17 années en équipe de France de ski au final. Voilà, sur ma première partie de carrière, j'ai commencé à avoir quelques bons résultats qui ont du coup maintenu ma place en équipe de France de ski jusqu'au championnat du monde de Val d'Isère en 2009 où je termine 5e de la descente. Donc super résultat pour une course à la maison qui a été vraiment pour moi un super souvenir, très très bien organisé, un public de dingue qui était vraiment derrière nous à nous pousser à fond.
Donc super motivée. Et puis il y a eu pas mal de médailles sur cet événement, donc super. Et là, qu'est-ce qui change quand on arrive 5e? Là, ça faisait déjà quelques années que je voyais que mon sport, c'était plus juste pour moi. Ça a toujours été du plaisir, mais je veux dire, on le fait un peu en dilettante au début parce que c'est fun et parce qu'on aime ça, qu'on est jeune et qu'on rigole bien avec les copains et avec l'équipe. À partir de ce résultat au championnat du monde en 2009, je me rends compte que mon sport, ça devient vraiment mon métier, qu'il faut que je me professionnalise aussi un petit peu dans ma tête, que je mette un peu des choses en place. Donc j'ai commencé à mettre un peu plus le point sur la préparation physique, qui n'a jamais été trop mon fort, mis à part un peu sur la force, parce que j'ai toujours été assez solide en musculation. Mais il fallait que je mette un peu plus l'action sur le foncier, sur le vélo, sur tout ce que j'aimais un peu moins faire. J'ai aussi mis un peu plus l'accent sur la préparation, on va dire la nutrition, sur la préparation mentale aussi, parce que à la fin de cet hiver 2009, je me rends compte qu'il y a des choses que j'arrive pas à débloquer toute seule. Donc je trouve un préparateur mental. À l'époque, c'était un peu tabou encore. Les coachs n'étaient pas forcément pour, la Fédé ne mettait pas vraiment de pression à ce niveau-là parce que ils avaient l'impression que c'est vrai que les coachs faisaient déjà bien assez du boulot avec nous là-dessus. Mais pour moi, ça ne me suffisait pas. Il fallait vraiment quelque chose d'un peu plus personnalisé et que j'arrive à mieux me connaître et mieux savoir comment je fonctionnais pour être optimale en fait, dans ma préparation. Donc je commence à travailler avec ce préparateur mental et à raison de 1 ou 2 fois par mois, pendant toute la préparation printemps, été, automne 2009. Et ça marche plutôt bien parce que l'hiver qui attaque, donc l'hiver 2009-2010, avec en ligne de mire les JO de Vancouver, je fais des bons résultats. J'arrive à un petit peu toucher des top 10 en Coupe du Monde, être un petit peu, on va dire, aux avant-gardes de l'équipe de France. Il y avait bien sûr des leaders qui étaient un peu plus performantes que moi, comme Ingrid Jacquemot ou Marie Marchand-Harvier, mais disons que j'arrivais quand même à accrocher et à sortir un peu mon épingle du jeu. Je suis sélectionnée pour les JO de Vancouver. Super fierté de pouvoir représenter la France aux JO. Je suis sélectionnée pour la descente, le super G et le super combiné. Et là-bas, même si on fait une grosse préparation, les JO, c'est un événement à part, donc c'est vrai qu'on en parle beaucoup, on rencontre beaucoup d'anciens champions olympiques qui ont réussi ou qui ont raté leur JO pour justement avoir un petit peu tous les sons de cloche et être le mieux préparé pour toute l'équipe dans la tête. Et en fait, là-bas, on arrive, c'est effectivement un événement incroyable et complètement à l'opposé de ce qu'on a l'habitude de vivre, qui est planétaire, qui est avec énormément d'organisations, énormément de sponsors, énormément de protocoles. Et c'est vrai que c'est hyper déstabilisant. On passe quasiment de la cour d'école à la cour, je sais pas, d'une grande école nationale. Donc c'est vrai que ça change complètement du tout au tout. Et psychologiquement, on l'a pas très bien vécu. Enfin, moi, je l'ai pas très bien vécu. Je me suis mis beaucoup de pression. Et en plus, la semaine a fait qu'avec les conditions météo, on avait vraiment des entraînements hyper saccadés. On n'a pas réussi à faire des entraînements descente complets. Ça a été beaucoup reporté, beaucoup décalé. Enfin, c'était vraiment une organisation qu'on n'avait pas l'habitude de vivre en Coupe du Monde. Et ce qui devait arriver arriva. Au départ de la Coupe du Monde, du départ de la descente des Jeux Olympiques, à la poussée de départ, mon bâton dérape sur le petit carré de poussée. Ça me déstabilise. Et en fait, en essayant de me rattraper, mon genou, qui avait cassé 3 ans auparavant déjà, dans une première chute, recasse d'un seul coup. Je le sens qui craque, je le sens qui casse, mais je suis déjà dans ma lancée. Et en fait, peut-être l'image vous l'avez en tête, je me suis étalée à 4 mètres du départ, quoi. Bien sûr, c'est une course internationale. Ça se passait un dimanche soir. C'était au Canada, donc retransmis en prime time en France. Je ne vous raconte pas les retombées médiatiques. C'était 2010, donc il y avait déjà Facebook, il y avait déjà Twitter, il y avait déjà Messenger et compagnie. Et ça a été un peu la folie médiatique. Et
et télévisuel à travers la France. C'était dur? Ça a été très dur parce que je savais ce que c'était la blessure. La blessure, ça fait partie du jeu quand on est athlète de haut niveau. On sait qu'on joue un peu avec, qu'on joue avec le feu, que ça peut arriver. Je l'avais déjà vécu une première fois. Je sais que c'est long, ça dure 6 mois pour réparer un genou cassé, pour réparer un ligament croisé. C'est long. En plus, 6 mois, c'est vraiment pour du moment où on est opéré jusqu'à ce qu'on remonte sur les skis. Après, il y a toute une partie où on doit retrouver la confiance et le niveau qu'on avait avant. Ce qui a été vraiment très très dur à vivre, c'était le côté psychologique que ça m'a mis sur les épaules. Parce que je fais que du ski. Enfin, on fait que du ski. On est des athlètes, certes, un peu médiatiques, parce que... mais bon, on n'est pas des footballeurs et on n'est pas des hommes politiques. On ne sauve pas des vies. Et en fait, cette vague de déferlement, de bashing sur les réseaux et sur la télé, au petit journal de Yann Barthès à l'époque, j'ai trouvé ça... on ne peut pas passer à côté, même si on m'avait dit « regarde pas », je recevais des messages de gens qui me disaient clairement que je ne méritais pas d'être française, qu'il fallait que j'aille me pendre, qu'il fallait que je change de nationalité. Enfin, c'était hyper dur, hyper violent. Et ça, effectivement, c'était très, très dur à vivre. Ouais. On va s'arrêter là, on reprendra l'histoire après, ça vous va? Petit teaser pour la suite. Merci en tout cas de nous le partager comme ça. Léa, à toi. Après ça. Oui, après ça. Léa, qu'est-ce que fait Sportive déjà? Raconte-nous. Alors, Sportive, c'est une plateforme sur Internet qui est là pour rassembler la communauté du sport. Et on a attaqué par un premier problème qui est le recrutement. Tout comme dans d'autres domaines, le recrutement, c'est très important dans le sport. Les études et les coachs qu'on a questionnés nous le disent. 70% de la réussite de la saison dépend des joueurs et des joueuses qu'on a sur le terrain. Donc, ça nous a semblé nécessaire d'apporter des outils pour que ça se passe mieux. Et puis aussi parce que côté des athlètes, alors j'aimerais bien avoir ton avis, mais c'est pas toujours évident justement de se rendre visible, de faire en sorte qu'on voit nos compétences, etc. Donc si on est proche de quelqu'un qui connaît quelqu'un, forcément ça va plus vite. Mais si on est dans la ville d'à côté, dans le pays d'à côté, peut-être qu'on a moins de chance. Donc c'est toute cette idée-là d'un côté apporter une visibilité au moins au départ un peu plus égale pour tous les sportifs et des outils pour que les clubs puissent être sûrs de recruter les meilleurs talents. Sportive, c'était une évidence pour toi de travailler dans le sport et de faire ça? Pas du tout. Ni d'être entrepreneur et encore moins d'être entrepreneur dans le sport, puisque moi j'ai un parcours scolaire plutôt autour des questions de création visuelle. Après j'ai travaillé dans le domaine du digital, mais plutôt côté marketing. Mais on est au phare, donc par chance, dans mon parcours, j'ai pu travailler au club de handball de Chambéry. Et de là est née un peu l'envie d'allier sport et digital. Donc je me suis beaucoup documentée sur le sujet. Et au détour d'un match de handball, justement, j'ai rencontré mon associé, qui à l'époque était agent sportif. Et c'est un peu ces métiers qu'on ne connaît pas. Donc j'avais des questions, mais comment ça marche, etc. Et lui, de m'expliquer que ses outils les plus high-tech pour son métier d'agent sportif, c'était un carnet de notes. Et puis, il y avait déjà des iPhones, donc son carnet d'adresses dans le téléphone, mais ça s'arrêtait là. Et donc, c'est là que je dis, c'est pas possible. Moi, je vois tout ce qui se passe en termes de diffusion, en termes de marketing, pour le côté négatif, mais le côté parfois positif de médiatisation des sportifs. C'est pas possible que, quand même, le but au départ, c'est quand même d'aligner la meilleure équipe, qu'on en soit juste à appeler les gens qu'on connaît. Et on a commencé à creuser ce sujet, mais en effet, moi, à titre personnel, non, pas du tout évident de me lancer là-dedans. Et alors, donc, du coup, à ce moment-là, tu as quoi? Tu as un CDI, tu es posé, tu lâches tout pour partir avec le grand monsieur qui est là-bas tout au fond? C'est ça. Exactement. J'ai 24 ans, un CDI, et je dis à mes parents, au fait, j'ai croisé quelqu'un, voilà, il est grand, il a un accent, et on va faire une super entreprise que vous ne comprenez pas très bien à quoi ça sert. Et nous voilà, donc les sujets du doute, c'est en effet assez intéressant quand on part de ce point de départ. Alors justement, c'est quoi les doutes, les bas ou les moments difficiles que vous avez pu connaître entre le moment où vous lancez ensemble dans cette aventure et puis tout au long? Parce que Sportive, ça a combien de temps?
On a lancé la version publique de la plateforme début 2020. Donc, c'est en effet encore une jeune structure. Alors, est-ce qu'il y a eu des doutes? Est-ce que tu as eu des doutes? Bien sûr, comme je disais, du coup, n'étant pas du tout destinée à ça, il y a déjà des doutes de compétences. Parce que autant le côté itération de projet, l'idée, questionner des utilisateurs, ça va, mais que ce soit construire un business plan, et c'est quoi, entre une belle idée et une entreprise, il y a quand même un monde. Et c'est là où on a la chance dans la région d'avoir beaucoup de structures accompagnantes. Donc on a commencé à l'incubateur Savoie de Technolac en amont pour mûrir le projet. Et ensuite, on a eu la chance de découvrir le réseau Entreprendre Savoie, qui est un réseau assez incroyable justement dans cette posture d'accompagner les dirigeants. Et donc qui a été pour moi, et qui est toujours d'ailleurs un réseau super important pour ça, pour se dire en tant que personne qui veut construire quelque chose, comment on accompagne justement cette vie de l'individu dans le parcours de l'entreprise, parce que c'est très lié, mais on essaye de travailler à poser une barrière entre les deux. Sur la vie de sportive, j'imagine qu'il y a eu différentes parties, notamment des levées de fonds, etc. Ça, c'est des moments qui sont faciles à vivre pour toi? Non, puisque c'est des moments où il faut justement aller convaincre. Donc convaincre que son idée est la bonne, convaincre aussi qu'on va investir en nous. Et quand on se lance, le en nous de l'entreprise, c'est nous en tant que fondateur. Donc c'est sûr, c'est des moments de doute parce que le jeu de ces moments-là, c'est justement d'être questionné, d'être challengé. Et il faut, on a beau y croire et être convaincu, c'est rarement un moment où on est à l'aise quand il faut justifier, un peu comme peut-être rappel quand on est à l'école et qu'on nous questionne. Donc c'est des moments où il faut encore une fois garder le cap et se rappeler pourquoi on fait les choses et qu'est-ce qui nous anime et pourquoi on est convaincu que ça va marcher. C'est facile de se rappeler tout ça quand on doute, en vrai, quand on n'est pas bien, quand on est devant des investisseurs? Du tout. Alors l'avantage qu'on a, nous, c'est qu'on est deux déjà. Donc on a l'avantage d'être super complémentaires et en général, il y a toujours un pour booster un peu plus l'autre. Et puis là encore, d'avoir l'entourage qui est là aussi, qui nous soutient, que ce soit l'entourage des proches, mais encore une fois, l'entourage aussi des réseaux business qui, autant nos proches, ils nous soutiennent parce qu'ils nous aiment et qui nous connaissent. Mais l'avantage de ce genre de réseau, pour moi, c'est que c'est des gens qui ont vécu ou de près ou de loin ce qu'on vit aussi en tant qu'entrepreneur. Et donc forcément, le soutien qu'ils vont nous apporter ou les conseils, c'est pas uniquement parce qu'ils nous trouvent sympas, mais c'est aussi de leur vécu et donc ils comprennent plus profondément les conséquences de ces doutes et d'où ça vient, quoi. Parfois, les choses, ça ne se passe pas exactement comme on veut. Tu nous l'as raconté, Marion. Et toi, tu m'as raconté une histoire avec une histoire de serveur OVH. C'est ça. Donc, nous, on est un service uniquement sur Internet. Donc, il faut que les gens puissent, quand ils tapent sur Google Sportive, accéder à notre site. Et en 2021, matin, on arrive et le site, on ne peut pas y aller. Bon, les bugs techniques, ça peut arriver. Et puis, quand même, ça dure un peu. Et puis, on apprend dans la presse, etc., qu'il y a donc OVH, qui est un hébergeur, donc où les sites sont stockés, on va dire, a eu un feu dans un de leurs bâtiments et que, de fait, des milliers de sites sont inaccessibles. Nous, on se dit, c'est pas grave, parce que nous, on a bien travaillé. On a 2 serveurs. Il y a un serveur pour le site, mais on a un serveur de sauvegarde. Pas de souci, on va se mettre sur le serveur de sauvegarde, puisqu'on leur avait justement demandé que ce soit 2 espaces séparés. Ce qu'on ne savait pas, c'est que pour eux, 2 espaces séparés, c'est 2 pièces différentes, mais dans le même bâtiment. Pour nous, forcément, vu qu'ils ont des serveurs partout en France, quand on leur demande 2 endroits différents, c'était géographique, mais non. Donc, même ce serveur de sauvegarde est à l'arrêt, et à ce moment-là, il n'y a aucune garantie de qu'est-ce qui va se passer quand le feu aura été géré, etc. Et bien évidemment, aucun délai de récupération. Donc, on est un site internet qui n'a plus de site internet. Donc, forcément, on a 1 an de mise en ligne. Donc, on est encore dans des phases où il faut convaincre, etc. On a des tout premiers clients qu'on était tout contents de voir sur notre application quand le matin, il y avait des gens qui avaient payé pour utiliser notre service. Et là, nous voilà. Et donc, en effet, c'est plein de doutes parce que y a le doute, il y a l'urgence de comment je gère ça, c'est-à-dire que comment on fait pour communiquer, pour maintenir le lien, et puis un doute plus profond qui était et si à la fin on récupère rien, parce que ça pouvait être une des
des fins de l'histoire, quoi. La fin de l'histoire, c'est que vous récupérez le site. Oui, la fin de l'histoire, c'est qu'on a récupéré et que voilà. Mais on est quand même été off pendant 2 semaines, sur un mois juste avant les grosses phases de recrutement. Donc, là encore, on avait fait un gros travail de marketing pour que les gens viennent et ils ne pouvaient pas venir. Mais ça force justement à être créatif, à créer du lien différemment. Donc, on a repris contact avec nos utilisateurs sur d'autres plateformes. On a utilisé ce moment pour les questionner justement en disant quand ce sera en ligne, parce qu'évidemment ce sera en ligne, qu'est-ce que vous attendez? Donc voilà, il faut se renouveler, il faut aussi le doute aussi, il faut pas le montrer. Donc, c'est partie des questions que... Faut pas le montrer, le doute? Quand on est dans des phases comme ça où il faut convaincre, c'est compliqué de l'assumer pleinement. Après coup, de le débriefer, d'avoir des postures, mais on peut pas en effet dire aux gens bonjour, mon site n'est pas là et je panique, peut-être qu'il n'y aura plus rien et attendez de voir. Donc non, à eux, il faut avoir... Voilà. Mais croyez-nous, ça va bien se passer. Donc forcément, il y a un côté public et privé qui est différent en termes de gestion du doute. Ouais. Et puis, il y a des périodes parfois qui sont mal vécues par plein d'entreprises, je pense au Covid notamment. Et vous, c'était à la fois un peu bizarre et en même temps une super opportunité de ce que j'ai compris. C'est ça. Donc nous, en 2019, on a travaillé tout le financement et le développement technique de la première version du site. Et donc, début 2020, on lance le site public. On est trop contents. Ça y est, on a travaillé ça des années. Et comme tout le monde, en mars, le Covid et surtout, le sport est à l'arrêt, puisque peut-être qu'on ne se rappelle pas, mais plus de compétitions sportives, plus d'accès au gymnase. Et nous, on travaille avec les gens qui font du sport et qui font des compétitions, etc. Donc là encore, doute, on se dit super, on a un time to market génial, on est au top. Mais en effet, là encore, il faut se renouveler et finalement tirer de... Alors on ne va pas jusqu'à dire que finalement c'était chouette le Covid, mais on a réécrit un peu l'histoire en disant de toute façon, vous n'avez plus accès à vos gymnases, vous vous entraînez plus, vous n'êtes pas dans les gymnases. Pour vous les joueurs, vous ne pouvez plus venir vous montrer, vous ne pouvez pas venir faire des essais. Finalement, le seul endroit où vous pouvez vous rencontrer, c'est sur Internet. Ça tombe bien. Et nous, on est là pour ça. Donc, comme tu le dis, l'un dans l'autre, on a essayé justement de faire de ce moment-là une opportunité. Et peut-être, ça a peut-être été un accélérateur de gens qui auraient peut-être plus hésité à changer leur façon de faire. Là, ils étaient un petit peu face de toute façon à un peu le côté pas de choix. Donc voilà, on a essayé d'utiliser au mieux cette période, même si on est ravis que maintenant tout le monde joue et qu'il soit sur les terrains et qu'en plus aussi, ils puissent se rencontrer sur le site. Merci. Damien, on va passer à toi. Et surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions les uns pour les autres et que vous avez envie de réagir. Alors, avant de parler des doutes, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et d'IDM? On va faire rapide, mais IDM, c'est une entreprise que j'ai repris en 2021, donc c'est assez récent. C'est un projet qu'on a monté aussi pendant le Covid. On avait un plan bien ficelé avec nos partenaires banquiers avant le Covid. Et puis, il a fallu tenir le cap pendant le Covid. Donc, c'est une entreprise que j'ai repris avec un associé aussi, qui s'appelle Julien Guillotot, qui a le même âge que moi, qui travaillait aussi déjà dans l'entreprise depuis 6-7 ans. Je ne sais pas quoi te dire de plus, dis-moi. Tu nous as parlé de ton activité, c'est simplement pour replacer. Vous avez donc aussi créé une seconde entreprise il n'y a pas longtemps, c'est oui, ça? Ouais, c'est ça. Alors IDM, je vois où tu vas en venir maintenant, mais IDM, on est spécialisé dans la pièce détachée pour les remontées mécaniques, donc on travaille en France et à l'export, on fait à peu près 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, on est une dizaine de personnes, donc on fait du négoce, donc... on a un gros stock, une grosse immobilisation, et puis on expédie les pièces. 30% du chiffre à l'export. On travaille d'Amérique du Sud jusqu'au Japon. Et en France, on a, je pense, toutes les stations de ski en compte. Et c'est clair, on est lié à 100% à notre activité à l'enneigement des massifs montagneux. Et donc, dans la période où on vit, etc. On se pose aussi pas mal de questions sur l'avenir, même si on sait que c'est pas immédiat. Mais donc on a créé une deuxième entreprise qui est, elle, beaucoup moins liée à l'enneigement des massifs montagneux, puisque Fort Experience, qui est aussi basée dans les mêmes locaux, à Alpespace, on conçoit et on installe des loisirs 4 saisons. On va dire, donc c'est à destination aussi bien des stations pour l'été
que des parcs de loisirs pour enfants. Voilà, on a fait des installations en Bretagne, à Marseille, en Colombie. Et donc c'est une première pierre, on va dire, dans la stratégie de se délier, d'être moins dépendant de l'enneigement des massifs montagneux. Damien, c'était quoi ton rêve quand tu étais petit ? Ça t'a fait rire quand je l'ai dit. Moi, je voulais être Marion Roland parce que j'ai fait j'ai fait du ski en club, voilà. Et je me suis arrêté beaucoup plus tôt que Marion. Et quand on est en club de ski adolescent, forcément, l'objectif c'est d'être champion du monde. Donc, être champion du monde, c'est un truc de fou. Hein. Encore bravo. Et du coup, ça m'a. Par contre, c'est une expérience parce que j'ai arrêté le ski à 18 ans, donc j'en ai quand même fait pas mal. Mais on est des dizaines et des dizaines chaque année à s'arrêter comme moi. Hein. Je suis pas une exception. Et c'était quand même un premier échec parce que alors c'est pas comme l'histoire de Marion, c'est sûr, je suis loin de ça, mais dans une vie, c'est un premier objectif que je m'étais fixé, comme beaucoup de sportifs, et puis ça s'arrête beaucoup plus tôt que ce qu'on aurait aimé. Et puis en plus c'était une phase à 18 ans où il faut se poser la question aussi de la suite, et donc j'ai choisi, on m'a aussi obligé, et puis j'ai aussi fait le choix d'arrêter pour me consacrer aux études. Mais je me suis beaucoup servi de cette expérience dans le sport, parce que c'est un sport individuel, on travaille un peu en équipe, mais c'est très individuel. Et du coup, moi, ça m'a beaucoup construit personnellement. Par exemple, qu'est-ce qui te sert aujourd'hui de ton expérience ? Déjà, la gestion des échecs et des victoires, parce que du coup, même quand on est petit et qu'on a la chance de gagner, même si c'est des petites courses, une victoire, on est très très bien accompagné, parce que tout le monde est content qu'on ait gagné. Et puis c'est quand on perd qu'on s'aperçoit qu'en fait on est vraiment tout seul. Et je suis sûr que Marion a plein d'exemples à très haut niveau comme ça. Je dirais surtout que c'est assez, c'est pas exceptionnel. Il y en a qui arrivent à gagner tous les week-ends, mais c'est plus souvent des échecs que des victoires. On se prend plus souvent justement un week-end de contre-performance que de super performance, quoi. C'est vrai, mais après tu peux avoir aussi des périodes où tu gagnes beaucoup. Beaucoup, donc tu prends de la confiance, etc. Tout ce qui va avec, et puis patatras, il y a tout qui s'arrête parce que pour une raison ou une autre, et ça il faut arriver à le gérer. Et du coup, c'est des petites expériences qui, mises bout à bout, moi je me suis construit avec ça en tout cas, et je m'en sers encore aujourd'hui. Et je t'avais parlé beaucoup de connaissance de soi-même, et moi c'est quelque chose sur lequel je travaille toujours, parce qu'en plus le soi-même, je pense qu'il évolue un peu au cours du temps. Et c'est quelque chose sur lequel je me recentre énormément dès que j'ai des challenges ou des doutes dans l'entrepreneuriat aujourd'hui. Donc la clé, par exemple, pour vous, pour gérer l'échec, pour mieux gérer l'échec, le digérer, c'est ça, c'est de mieux se connaître ? Ce serait... je pense que c'est de très bien se connaître, effectivement, ça aide beaucoup. On sait par avance déjà comment un peu prévoir. Et puis aussi, je dirais, de garder tout le temps un peu un état d'esprit positif. Moi, à chaque blessure, alors bien sûr, jeune, on n'arrive pas forcément à faire la part des choses, mais je trouve que chaque blessure, chaque changement est positif, en fait. Chaque blessure, ça amène un moment où on peut justement retourner faire une remise en question. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui n'a pas marché à ce moment-là. Des fois, ça peut être juste un accident ça arrive, mais est-ce que ce jour-là, j'avais tout bien préparé ? Est-ce que j'avais pas un petit peu la tête ailleurs ? Est-ce que j'étais pas un petit peu dans un mauvais état d'esprit ? C'est bien se connaître, garder un état d'esprit positif, parce que c'est hyper important de toujours essayer de voir vers où ça peut nous mener. Et puis de se remettre en question, de ne pas s'arrêter là où on est à ce moment-là. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi, dans le fait de se connaître soi-même, aussi connaître aussi vers où on veut aller ? Parce que moi j'ai l'impression, c'est que quand on sait vers où on veut aller, on sait que le chemin il va être parsemé d'embûches, il va y avoir des échecs. Mais si on sait pourquoi on veut aller là-bas, peut-être c'est aussi, et en se connaissant soi-même, on arrive à aller au-delà de ça, à mieux le vivre. À mieux le vivre, ouais, garder un objectif, quoi.
Parce que je sais pas, peut-être que toi, est-ce que tu, par exemple, depuis toute petite, tu voulais être championne du monde, ou est-ce que c'est de fil en aiguille que tu en arrivé là? Et est-ce que parfois les épreuves, en fait, tu savais pas trop pourquoi tu étais là? Je sais que j'ai toujours voulu être championne. Alors championne du monde ou championne olympique ou remporter la Coupe du Monde au général. Pour moi, ça a toujours été des objectifs. C'est pas facile parce qu'effectivement, on gagne. Enfin, moi, j'ai pas gagné tous les week-ends. Petite, je gagnais pas toutes les courses et toutes les compètes. Je pense que j'ai perduré déjà sur la première partie de ma carrière parce que j'avais vraiment du plaisir à faire ce que je faisais. C'était vraiment ce que j'aimais faire et c'était vraiment. Enfin, moi, j'ai jamais eu d'autres envies. Petite, quand on faisait des rédactions et que les maîtresses disaient qu'est-ce que tu veux faire plus tard, moi, je voulais faire du ski, quoi. Je voulais pas être astronaute ou. Pour moi, c'était vraiment. Mon plan de carrière, c'était skieuse. C'était vraiment d'être championne de ski. Et effectivement, ça évolue au fur et à mesure du temps. On veut gagner des courses quand on est petit. On veut être championne de France après, quand on est un peu plus grand. On veut être après gagner des coupes d'Europe, gagner des coupes du monde, puis remporter des globes de cristal. Puis après, on se dit, bah tiens, ouais, y a la médaille olympique, la médaille de championne du monde. C'est des beaux objectifs, quoi. J'avais pas un objectif fixé. J'avais un objectif d'être championne, quoi. On t'a déjà dit que tes objectifs, ils étaient trop hauts, ou est-ce qu'on vous a déjà dit dans vos parcours respectifs qu'il ne faut pas rêver? Bah moi, clairement, j'ai pas que eu des coachs qui ont cru en moi. Hein. J'ai bien sûr eu des coachs qui m'ont soutenu et j'ai des coachs que je remercierai toujours d'avoir été là à mes côtés. Mais il y a aussi eu des discussions avec des entraîneurs. Il y en a un, par exemple, un jour. Il ne savait pas que j'étais à côté et que je pouvais entendre, et il a clairement dit s'il y en a bien une qui arrivera jamais, c'est Marie Roland. Il était en discussion avec d'autres coachs. Et du coup, quand tu entends ça, tu te dis ouais, bah, ok, je vais essayer de me remotiver et de lui montrer, quoi. Mais il n'y a pas eu que du soutien. Je pense qu'il faut aussi, encore une fois, garder ses objectifs et voir le côté positif. On peut aussi y arriver. Léa? Oui, nous, le fait de lancer quelque chose qui était nouveau et puis disruptif, forcément, des noms et des c'est pas comme ça que ça marche, non, mais nous, on fait pas comme ça, ou voilà, aussi, comment ça, une start-up qui va être mondiale, qui part de Chambéry, c'est pas comme ça, c'est la Silicon Valley. Donc, tout le monde a toujours plein d'idées, de pseudo-arguments de pourquoi ça ne fait pas. Ça ne devrait pas le faire, mais justement, et puis c'est là où moi je trouve qu'il y a un lien aussi avec justement les athlètes. Comme tu disais, des champions, c'est le 0,01%. Et en même temps, il faut être convaincu que si, justement, il y a quand même l'espace d'être l'élu et de faire mentir les statistiques. Mais c'est vrai qu'il faut... La question, c'était justement, tu dis... j'ai, entre guillemets, plus souvent perdu que gagné. Et donc, comment tu fais pour continuer en disant, on pourrait se dire, je perds. Ouais, comment tu es convaincu qu'à la fin, tu vas gagner, quoi. Et en plus, c'est ce qui se passe, donc ça prouve bien que c'est vrai. Damien? Oui, moi, je trouve qu'il y a l'entourage qui compte beaucoup aussi là-dedans. Alors, quand tu es en équipe de France, tu n'as pas toujours le choix de ton entourage, parce que les coachs, c'est ceux qui sont là. Et quand tu entreprends, tu as un peu plus le choix. Pas toujours, mais et c'est vrai que déjà le premier choix c'est l'associé. Enfin, moi, on s'est choisi en tant qu'associé, c'est un peu comme un couple, donc et déjà pour moi c'est le premier étage de la fusée qui permet de construire de construire le projet parce que il faut partager beaucoup de choses avec l'associé. Après tu as la famille, t'en as parlé, et puis tous les conseils externes. Mais c'est vrai que tu peux rencontrer aussi des gens qui te détruisent ton projet. Et nous, on a eu une phase au moment de reprendre, parce qu'on a repris une société, donc on l'a racheté via un LBO, pour ceux qui connaissent.
Donc il faut aller convaincre concrètement des banquiers de prêter des sous. Et quand toi, tu n'en as pas beaucoup, il faut user un peu, faut mouiller la chemise. Et donc il y a beaucoup de gens qui peuvent aussi te démotiver. Mais il y en a beaucoup, c'est ça le plus important, qui t'aident à construire le projet. Et même s'ils te font apparaître les difficultés que tu vas rencontrer, ils t'ouvrent les yeux, parce que c'est entre l'envie et puis la manière de faire et puis la vraie vie, on en a parlé tout à l'heure, y a pas mal de choses à faire. Et donc bien s'entourer, en dehors de l'entreprise, dans la vie privée et dans l'entreprise, parce que ça va avec, c'est un bon moyen de... comment dire, par rapport à ta question, pas de surmonter les choses, mais d'éliminer les parties nocives ou les gens nocifs qui pourraient te détruire ton projet. Effectivement, je pense qu'à partir pour rebondir sur ce que tu disais, à partir de 2009, je me suis beaucoup plus entourée. Je me suis entourée justement d'un nutritionniste, je me suis entourée d'un prep mental. J'ai commencé à parler un peu plus de mon projet au coach de l'équipe de France, que je ne choisissais pas forcément, le coach technique, le coach le prep physique. Ils avaient déjà un plan prévu, même s'ils nous connaissaient personnellement chacune et qu'ils savaient très bien qu'on avait chacune des qualités et des défauts qu'il fallait travailler, ou en tout cas essayer d'améliorer certaines choses. Disons que le projet était, on va dire, quasiment le même pour tout le groupe. Et là, à partir de 2009, j'ai pu un petit peu plus personnaliser ça et personnaliser mon entourage, mon extérieur, on va dire, de petits noyaux personnels sans faire une structure privée. J'avais un peu plus J'étais un peu moins Madame Tout-le-Monde, j'étais un peu plus Marion Rolland, quoi. Et c'est toi qui as pris l'initiative, ou c'est quelqu'un d'extérieur qui t'a dit « Marion, il faut que tu t'entoures » ? Non, sur la nutrition, ça faisait un moment que moi j'ai toujours été costaud, je savais que c'était pas un point fort, donc ça faisait un moment que j'étais suivie. Là j'ai un peu plus suivi à la lettre, on va dire, ce que mon nutritionniste me disait. C'était quelqu'un qui était hors de la Fédé, parce que la Fédé nous fait une visite médicale, mais en fait même si les coachs regardent un peu d'un mauvais œil ce que tu as dans ton assiette des fois de temps en temps, c'est pas eux qui vont forcément te donner la façon dont tu dois manger. Et pour le prep mental, c'était complètement personnel. Ça, c'était pour le coup, c'est moi qui ai vraiment fait la recherche d'un prep mental. Peut-être coup du destin, coup du sort ou un coup de chance. Ce monsieur avait envoyé un mail à mon ski club pour dire voilà, je suis prep mental, je suis Marion Rolland de loin sur ces différentes compétitions. Je pense que ce serait intéressant qu'on se rencontre. Il n'a pas dit forcément qu'il voulait me coacher. Il a dit ce serait intéressant qu'on se rencontre. Et je pense que ça pourrait lui apporter quelque chose. Et moi, à ce moment-là, je cherchais quelqu'un. Et vraiment, il n'y avait pas du tout de... Enfin, c'était tellement tabou, les coachs avaient l'impression qu'on allait trouver des gourous qui allaient complètement nous ensorceler la tête et nous raconter des trucs, des trucs fous, quoi. Donc les coachs voyaient ça d'un pas très bon œil, et donc je me suis dit je vais le rencontrer, ce monsieur, je vais voir si le feeling passe et si effectivement on peut travailler ensemble ou pas. Et ça l'a fait. C'était quelqu'un de très bienveillant qui avait une façon de travailler qui me convenait plutôt bien, qui m'a justement aidé beaucoup à me connaître. Toute la première partie de la préparation mentale que j'ai fait avec lui, c'était énormément de connaissance de moi, quoi. On a vraiment fait un retour sur d'où je venais, qui j'étais, ce que j'avais vécu déjà dans mon enfance, ce qui du coup, mes petites blessures, on va dire, qui ressortaient sur ma vie maintenant de femme et d'athlète. Et puis dans un deuxième temps, après, il y a vraiment eu... un peu aussi dès le début, mais je veux dire, c'est venu un peu plus tard que la connaissance de soi. C'était vraiment de travailler justement sur tout ce que la prep mentale peut t'apporter, la sophrologie, la visualisation, après d'autres techniques que lui m'avait apporté, comme le travail en apnée, ou il y avait des travails
un peu d'arts martiaux, plein de trucs que lui avait apporté à côté. Et je pense que grâce à ce travail que j'avais mis en place avant les JO, ça m'a vraiment permis de traverser l'épreuve des JO un peu plus... même si ça a été un gros tsunami, ça a été quand même un peu plus facile. Je pense que si j'avais pas fait tout ce travail avant-là, j'aurais peut-être justement arrêté parce que là, j'y croyais plus, quoi. Bon, alors tu nous racontes le après Vancouver, parce que là, on s'arrête, il y a cette chute, et après, qu'est-ce qui se passe ? Donc après, effectivement, il a fallu rentrer en France. Il a fallu affronter un peu tout ça. Il a fallu, bien sûr, me faire opérer. J'ai pas voulu remonter dans ma station des Deux Alpes tout de suite parce que justement le soir de la descente des JO, la station avait mis en place un écran géant sur la place des Deux Alpes avec toute ma famille, tous mes amis, tous les moniteurs des Deux Alpes, tous les gens que je connaissais. Donc je savais que ça allait être la honte intégrale, même si je sais que c'est des gens qui m'aiment et qui me soutiennent. Pour moi, c'était trop dur d'affronter tous les regards et de retourner là-bas. Donc je suis allée me terrer un peu chez mes grands-parents vers Lyon avant de me faire opérer directement, de partir en centre de rééducation. Et puis en fait, de me retrouver en centre de rééducation avec des gens qui n'étaient pas forcément sportifs de haut niveau, mais qui étaient tous blessés, à plus ou moins haut niveau de blessure. Ça te remet les pieds sur terre. Tu te dis, je suis dans une nouvelle équipe. Je savais que mon équipe de ski continuait la saison. Et puis moi, j'étais dans un nouvel état d'esprit, un nouveau mood, et avec du coup l'objectif suivant qui était de me remettre sur pied. La rééducation s'est très bien passée parce que du coup, c'était pas une chute avec un gros choc, quoi. C'était le genou qui lâche sur un faux mouvement. Il n'y avait pas eu un gros crash à 120 km/h dans une barrière de sécurité. Donc j'avais pas de gros traumatisme au genou. La rééducation se passe bien. Je décide, avec une copine aussi qui avait arrêté cette saison-là parce qu'elle n'avait pas été sélectionnée pour les Jeux Olympiques, on décide de partir 3 semaines en Malaisie, sac à dos sur le dos. Allez, on se dit, on part à l'aventure, on prend juste nos billets d'avion, on prend le premier hôtel pour le premier soir, et puis après on verra. Et pendant ces 3 semaines en Malaisie, je partais avec un très très gros sac à dos, émotionnel on va dire, pas tant d'affaires, mais émotionnel sur le dos, parce que j'avais l'impression que ça allait être complètement... l'Everest à regravir pour rattaquer et à retrouver mon niveau. Et puis, j'avais vraiment du mal à digérer ça. J'étais, putain, maintenant, ça y est, je suis la fille qui est tombée au départ des JO, quoi. Et en plus, je le voyais même jusqu'en Malaisie. On croisait des Français là-bas, on se présentait, vous faites quoi ? Du ski ? Ah ouais, du ski, vous êtes monitrice ? Ah bah non, je fais de la compète. Ah ouais, tu connais la fille qui est tombée au départ des JO ? Ouais, c'est moi. Donc même au bout du monde, on continue à m'en parler. Et en fait, je me suis rendu compte, il faut que maintenant tu vives avec, quoi. Maintenant, c'est ta vie, c'est toi, ça fait partie de toi, de ton histoire. Si tu essayes de mettre des coups de pied dedans à chaque fois qu'on t'en parle, tu vas jamais passer à travers, quoi. Donc, je finis les 3 semaines en Malaisie et je rentre vraiment. J'avais posé mon sac à dos, j'avais posé mes émotions, j'avais fait un super voyage avec ma pote, c'était top. Et en fait, je repars super motivée sur les chapeaux de roue pour attaquer la préparation mentale, physique, technique, la fin de la rééducation, tout ça. Et effectivement, ça se passe bien. On met des nouveaux objectifs en place. La saison qui suit, comme je me blesse au mois de février, je peux rattaquer la saison de compétition l'hiver suivant. Il y avait les championnats du monde à Garmisch. Et là, clairement, je dis à mes coachs, pour moi, les championnats du monde de Garmisch, c'est pas un objectif, quoi. Alors, foutez-moi la paix, ne me mettez pas la pression. Si je suis pas là au championnat du monde, si je suis pas présente, on va dire, sur les bons résultats de Garmisch, me le mettez pas dans les dents, parce que pour moi, c'est clairement pas mon objectif. Mon objectif, c'est une saison de reconstruction pour arriver à retrouver la confiance et le niveau pour les saisons d'après, justement. Donc cette saison-là se passe bien. Je pense que je fais même des plutôt résultats corrects, je me souviens plus exactement. Je continue la prep mentale, je continue une grosse préparation physique l'année suivante pour la suite. La saison qui suit, c'est une saison un peu blanche, il n'y a pas de gros événements, mis à part toutes les compétitions de Coupe du Monde. Et là, cette saison-là, ça se passe vraiment bien. Je fais de chaque course en chaque course, j'augmente mon niveau. Je dois commencer peut-être
on va dire dans les 30, puis je monte dans les 20, dans les 15, dans les 10, pour finir la fin de saison par 2 podiums en Coupe du Monde, mes 2 premiers podiums de ma carrière, au final de Schladming. Et donc c'était les courses qui étaient un peu des entraînements pour les championnats du monde qui avaient lieu en 2013, l'année suivante, quoi. Donc je termine sur la piste de Schladming, 2e en descente, 3e en Super G, avec des super sensations, en me disant cette piste elle est vraiment cool. Et là, c'est là que, même si j'avais cet objectif déjà depuis quelques temps, c'est là où je me dis vraiment, mon objectif maintenant, c'est de performer à Schladming en 2013, quoi. Championnat du monde en 2013. Allez, c'est mon objectif numéro 1. Donc on reprend une nouvelle période de préparation physique, préparation estivale, on part en Amérique du Sud. Là, je parle vraiment avec mes coachs, surtout le prep physique, en lui disant j'ai pas le même physique et la même expérience que les petites jeunes qui ont 10 ans, 12 ans de moins que moi. Je peux pas m'entraîner pareil qu'elle, quoi. J'ai déjà fait peut-être 15 ans de muscu. Elles viennent d'arriver dans le groupe. On ne peut pas partir sur les mêmes bases, quoi. Donc moi, il faut que je travaille le cardio. Je vais faire du vélo, mais par contre, je ne vais pas aller me flinguer le moral, aller faire du vélo avec des filles qui font 20 kilos de moins que moi et aller faire des cols avec elles. Je vais faire mon vélo, mais je le ferai à mon rythme et selon tes séances à toi. Mais par contre, je le fais toute seule. Je ne le fais pas avec les jeunes. Enfin, c'est ce genre de truc que j'ai mis en place. Ça a été plutôt bien accepté. Pardon. Et donc, toute la préparation estivale se passe très bien. Je reste un peu, on va dire, leader de l'équipe de France de ski, avec quand même ce statut de fille à battre à chaque entraînement, à chaque chrono. Et on se tire la bourre avec toutes les filles de l'équipe. Et l'hiver qui suit, encore une fois, un début un peu moyen, mais un très bon hiver dans la foulée. Et au championnat du monde, ce jour-là, c'était, on va dire, le jour de grâce, parce que ça pouvait pas mieux se passer. J'arrive vraiment en pic de forme à ce moment-là. J'avais clairement mes objectifs qui étaient définis ce jour-là. Je sais pas, il y a des jours où tu dors bien, tu stresses pas, le matin tu t'échauffes, tout va bien. En plus, il faisait grand beau pour le coup, c'est pas négligeable en ski alpin. C'est sûr qu'on s'entraîne dans toutes les conditions, mais quand il fait jour, quand il fait soleil, c'est mieux que quand il fait jour blanc. Donc ce jour-là, franchement, il n'y avait rien qui pouvait mal tourner. J'étais allée voir France 2 et Luc Alphand qui faisait l'air de départ avec une caméra de France 2, et j'étais allée le voir, je lui avais dit allez Lucho, je me souviens à Garmisch, vous étiez beaucoup trop présent autour de moi, ça m'avait stressé. Voilà, je viendrai vous voir après, pas de problème, et vous me laissez dans ma bulle, vous me laissez tranquille, vous me filmez si vous voulez, mais je veux pas vous voir à 2 cm de moi en train de me filmer avant la course. Donc il avait dit ouais, pas de problème, je te comprends tout à fait, pas de souci, je te laisse tranquille. Et puis la course se passe vraiment comme sur des roulettes. J'arrive en bas, il y avait pile un grand écran géant en face de moi. Je sais que j'ai fait des fautes dans la course, mais franchement, je sais aussi que je suis hyper contente de moi, que j'ai fait une super... en tout cas, j'ai tout donné. Je lève la tête et sur l'écran géant, je vois que du vert. Et là, je me dis, waouh. C'est pour ça que sur les images, je hurle, parce que, et d'un côté, je suis hyper fière. Pour le coup, j'arrive en bas, je suis... je peux tout lâcher, quoi. Et puis, je vois du vert, je me dis, putain, c'est quand même pas mal, quoi. J'avais le dossard 22, je partais à la fin du groupe des meilleurs, on va dire, des potentiels meilleurs, des têtes de liste. Donc je savais que toutes les meilleures que moi étaient déjà passées. Après, on est sur une course où, bien sûr, jusqu'à la fin de la course, on n'est pas sûr d'être médaillé, mais en tout cas, je savais que ça sentait bon quand même. Et effectivement, ce jour-là, je suis championne du monde. Donc... incroyable, la Marseillaise sur le podium, les journalistes, les médias, les coachs qui te sautent dans les bras. C'est des émotions incroyables. Surtout que, comme tu disais, c'est des émotions d'enfant, quoi. Ça te rapporte à tout ce que tu as vu, à des Luc Alphand qui montent sur le podium de Kitzbühel,
à des Marseillaises avec Carole Montillet, à des, c'est tout ce que tu veux quand t'es petit, quoi. Merci. Moi, ça me fait l'effet quand j'entends tout ça. Est-ce que vous aviez envie si vous avez envie de réagir, n'hésitez pas. C'est bon pour... quel parallèle tu fais entre justement l'investissement que demande la compétition et est-ce que tu peux voir aussi dans ta vie aujourd'hui, alors on va en reparler de la suite, quel parallèle tu fais entre l'investissement que ça t'a demandé et peut-être l'entrepreneuriat, ce que tu vois de l'entrepreneuriat aujourd'hui? Ce que je vois de l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est via mon compagnon qui est chef d'entreprise. C'est un investissement personnel de dingue. Le temps qu'il y passe pour le résultat est juste fou. Nous, en tant que champions, c'est quasiment, on va dire, sur la période de préparation physique, c'est 5 jours sur 7. C'est 8 heures par jour, au minimum. Et c'est quasiment toute l'année, moins les 3 semaines de vacances qu'on a par an. Lui, c'est quasiment pareil, voire peut-être même moins de vacances, je dirais, parce que même quand il est en vacances, il est dispo pour les petits aléas de l'entreprise. Ce qui est hyper dur, nous, en tant qu'athlètes, surtout moi, dans un sport individuel, on a à se gérer soi-même. Alors on a à intervenir avec les équipes qui nous entourent, mais je veux dire, on peut, en tout cas dans un sport individuel, on peut que se mettre sur le dos les mauvais choix qu'on a pu faire ou les contre-performances. Là, pour un chef d'entreprise, mon compagnon, ils sont une petite trentaine, c'est tout le côté, je vois, de gestion de personnel et de gestion de caractère et de personnalité qu'il faut arriver à gérer dans l'entreprise. Donc, alors lui, heureusement, il vient du rugby. Et je pense qu'il a une âme de capitaine, effectivement, très, très forte. Et une âme de négociateur. De négociateur qui est assez... j'en suis admirative parce que vraiment, je pense que le plus dur, quand on arrive à faire tourner sa boîte, c'est peut-être justement de gérer les personnalités qu'on doit aussi mettre accompagner tous les jours. Ouais. Okay. Damien et Léa, est-ce que vous faites des parallèles justement entre l'entrepreneuriat et le sport de haut niveau, la compétition? Oui, comme tu as dit Marion, je pense qu'il y a ce côté d'investissement à tout niveau, parce que, comme je disais, c'est toute proportion gardée, mais on a notre médaille qu'on veut viser au bout et que voilà, il faut y mettre tout son temps, toute son énergie, tout ce qu'on a. Donc je pense que là-dessus, je pense qu'il y a aussi le côté répétition dans l'effort, toute proportion gardée. Alors c'est pas physique, mais c'est justement comme tu dis, tous les matins, il faut y aller, il faut y croire quand on nous dit non, etc. Et puis arriver à garder justement le cap et à prendre les conseils, mais à garder sa façon de faire. Enfin, tu dis, toi, c'est toi, mais quand même, il a fallu que... Toi, tu as décidé, par exemple, que tu voulais être accompagné. C'était pas le chemin peut-être normé que la fédération avait envie de te dire. Il fallait quand même que tu sois là-dedans en disant, non, moi, mon chemin, c'est ça. Ou moi, je vais pas m'entraîner comme les autres filles de l'équipe de France parce que je me connais. Des fois, en tant qu'entrepreneur, c'est un peu ça aussi parce que on mène sa barque, mais on a justement des partenaires, des financeurs ou des conseillers ou des gens qui disent normalement, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et du coup, ça demande aussi beaucoup de croyance et d'être droit en se disant oui, mais moi, je sais ou je sens ou c'est par là que ça va aller. Donc, je pense que il y a beaucoup à comparer. Et en effet, faut aussi embarquer les gens avec nous. Faut en effet les manager, et c'est un sujet, mais c'est aussi d'abord s'entourer, que ce soit les équipes ou les gens autour, de les faire adhérer à cette vision, au chemin qu'on veut prendre, et qu'ils soient porteurs ensuite, à leur tour, de l'entreprise et de ce qu'on veut faire.
Léa, toi, tu en vois beaucoup aussi des sportifs à travers Sportive, peut-être des parcours qui sont atypiques. Est-ce que ça t'inspire dans ta pratique entrepreneuriale ? Oui, parce que je pense que c'est des fois aussi plus facile d'avoir le regard extérieur sur les gens que des fois sur soi. Et donc ça peut être, nous, comme je disais, sur la plateforme, on a l'avantage d'avoir des inscrits, un modèle qui permet d'accompagner aussi bien des jeunes joueurs en cours de formation, des joueurs déjà en carrière professionnelle, mais aussi des parcours plutôt, on va dire, semi-professionnels. Et donc c'est vrai que des fois, c'est aussi, on les voit s'inscrire et puis ils remplissent leur CV et puis dans leur projet, voilà, je veux être champion, etc. Et ça peut être des fois justement d'arriver là avec des conseils, des témoignages d'autres sportifs qui expliquent, peut-être des fois il y a des étapes intermédiaires, il y a peut-être des chemins moins directs pour atteindre son objectif. Peut-être aussi des fois l'objectif ne sera pas d'être champion, mais en fait on peut quand même réussir d'une autre façon à travers le sport. Et donc oui, c'est vrai que des fois on se remet en perspective nous aussi entrepreneurs et dire oui, on rêve peut-être d'un niveau, mais peut-être déjà on va mettre des étapes et puis peut-être si on n'atteint pas ça, on atteindra un autre palier et ce sera quand même déjà un bel accomplissement. Donc c'est des fois d'arriver à remettre en perspective les étapes du chemin. Les petits pas. Voilà, les petits pas. Damien, entre l'entrepreneuriat et la compétition, t'en fais des parallèles ? Je dirais que tu as plus de chances de réussir ton entrepreneuriat que d'être champion du monde de ski, mais c'est pas plus de probabilités en tout cas. Je sais pas trop quoi rajouter. Qu'est-ce que je sais pas quoi rajouter là. Est-ce que toi, le titre, comment j'ai su transformer les moments de doute en énergie durant ma carrière, c'est quelque chose qui te parle, et ça te fait réagir ? Ouais, bien sûr. Les moments de doute, quand on entreprend, t'en as tout le temps parce qu'en fait, ça fait il y en a beaucoup d'entrepreneurs là dans la salle, je le sais, et du coup, tout évolue tout le temps, donc tu es toujours obligé de te remettre en question. Et je pense qu'en tant que sportif de haut niveau, tu es aussi tout le temps en train de te remettre en question parce que chaque course, c'est une nouvelle course. Et donc, ça, c'est. Je pense qu'on prend de l'expérience aussi sur ces sujets. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on subit des échecs, des victoires, qu'on a géré ce genre d'obstacles, on apprend de ce qu'on vient de faire. Et pour moi, on devient de plus en plus fort, on se connaît de mieux en mieux soi-même, on connaît de mieux en mieux son associé, on connaît de mieux en mieux ses salariés, on connaît de mieux en mieux ses partenaires, on connaît de mieux en mieux ses clients. Et du coup, je dirais qu'au fur et à mesure du temps, on arrive aussi à se construire des compétences pour se relever ou pour anticiper des potentiels problèmes. Nous, par exemple, on n'attend pas qu'il n'y ait plus de neige sur les sommets des stations, même si j'espère que moi je ne le verrai pas, mais là, typiquement, on est en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on va transmettre, comment on va transmettre la société, même si on vient de la reprendre, on se projette déjà à quand est-ce qu'on va la transmettre. Et quand on transmet une société à quelqu'un, lui, il se projette encore 10 ans plus loin. Et donc, si on se place maintenant, pour schématiser, on va dire, si on veut revendre la société dans 10 ans et que la personne qui la rachète se reprojette dans 10 ans, on se projette à 20 ans. Donc là, on commence déjà à se dire quelle valeur aura une société qui vend de la pièce détachée pour les stations de ski dans 20 ans. Donc on réfléchit là-dessus et l'expérience, nous on se nourrit de l'expérience avec Julien pour dire qu'il ne faut pas attendre de se retrouver face au mur, il faut commencer à anticiper cette fin de cycle. Et puis des fins de cycle, c'est un gros cycle, mais dans une entreprise, vous le savez bien, il y a aussi des petits cycles, mais qui arrivent régulièrement et sur lesquels il faut se préparer. Et je pense que si on fait le parallèle, tu vois, une fin de cycle comme ça de métier, on va dire, c'est aussi un peu une fin de carrière pour un sportif, donc je sais que ça se prépare aussi, et je crois que les sportifs sont pas toujours très bien accompagnés là-dessus. Mais tu veux nous en parler du coup de la fin, de la suite et la fin? Oui. La fin de ta carrière. Oui, la fin de ma carrière, bien sûr. Effectivement, on n'est pas tous très bien préparés. Moi, j'avais pris le parti en fait, c'était un stress, un énorme stress de penser à la fin de ma carrière. Donc, j'avais pris le parti, en accord avec mon préparateur mental, de tant que j'étais
à fond dans le ski, j'étais à fond dans le ski, et on verra après ce qui se passe. Donc ça a marché puisque j'ai été championne du monde et j'ai atteint mes objectifs. Après les championnats du monde, il y a eu la suite. Je suis championne du monde en février 2013. Gros chamboulement parce que bien sûr, médiatiquement parlant, c'est énorme. On monte à Paris, on descend, on repart sur les entraînements. C'est le milieu-fin de saison, donc il faut finir la saison aussi. Et donc on repart sur un cycle d'entraînement, on repart sur des entraînements physiques et en ski. Et en septembre 2013, on est en stage au Chili. Et je fais une très très grosse chute sur un entraînement descente. Et là, je me recasse le genou. L'autre, pour le coup, donc c'était la troisième fois, 2 fois à gauche et là la première fois à droite. Pour le coup, c'est une grosse blessure. C'est pas que les croisés, c'est les ménisques, le latéral interne, les plateaux tibiales et compagnie. Donc grosse galère. Déjà ne serait-ce que pour être rapatrié du fin fond du Chili jusqu'en Europe. Des grosses douleurs, des grosses suites d'après-opération. Plutôt que de mettre 6 mois à remonter sur les skis, j'en ai mis 9. Et donc ça me fait louper les JO de Sochi, qui étaient l'hiver suivant, pour lesquels justement c'était mon nouvel objectif, c'était ma nouvelle étoile en ligne de mire. Là, je me dis, est-ce que c'est pas le moment d'arrêter parce que ça fait le 3e genou, maintenant t'es championne du monde en titre. Et je me dis, quand même, est-ce que je retenterai pas encore une saison parce que j'aimerais bien remettre mon titre de championne du monde en jeu, même si je sais que ça va être hyper dur d'être compétitive pour le garder. Donc je repars sur entraînement, préparation physique, préparation sur les skis, des grosses douleurs comme j'ai quasiment jamais eu sur mes vieux genoux maintenant de sportive. J'arrive à 33 ans, donc 32 ans je crois. Et donc c'est quand même plutôt la fin de carrière pour une skieuse de haut niveau. J'attaque la saison, les résultats sont pas exceptionnels, mais bon, je persiste, je continue à m'entraîner vraiment au mieux de mes possibilités, on va dire. Et puis en janvier 2015, du coup, pendant les courses à Cortina, je refais une chute et je me recasse le genou, 4e fois. Donc là... C'est l'année de mes donc 33 ans, je crois. Je me dis, bon, là, de toute façon, c'est bon, j'ai assez donné, j'arrête là-dessus. J'annonce la fin de ma carrière, je me dis, bon, peut-être qu'il y aura des opportunités qui vont maintenant. Est-ce que je vais arriver à trouver ce que je veux faire maintenant, que je ne peux plus être championne de ski, que maintenant c'est tout arrêté. Donc, je recherche un petit peu, je vais voir la Fédé qui me disent on peut te faire un bilan de compétences si tu veux. Donc je fais un bilan de compétences. Je passe tout l'été donc entre rééducation et bilan de compétences parce que je me fais réopérer bien sûr, puis je passe en phase de rééducation, mais comme monsieur, madame, tout le monde. Une rééducation de sportif de haut niveau, c'est tous les jours de la semaine. Quasiment toute la journée chez le kiné pour faire des exercices. Là, de la rééducation de monsieur, madame, tout le monde, peut-être que certains l'ont vécu, c'est aller au max 3 fois par semaine, pendant 1 heure, 2 heures si tout va bien. Clairement, c'est pas ce que j'avais vécu. Et puis mon vieux genou de skieuse, c'est pas ce qu'il lui faut, quoi. Donc du mal à retrouver un genou qui est opérationnel. Le bilan de compétences, j'y passe tout l'été. Avec une entreprise à Grenoble qui m'avait fait plusieurs rendez-vous. À la fin du bilan de compétences, la dame me dit vous pouvez faire tout ce que vous voulez, faut juste que vous ayez confiance en vous. Je dis ok, c'est ce que me dit mon coach depuis 10 ans, donc merci madame, je suis bien contente d'avoir fait ça m'a beaucoup servi. Ça m'avance pas plus. À l'époque, moi j'étais hyper curieuse en fait. Ce que je demandais, c'était qu'on me fasse découvrir le monde du métier, le monde du travail de monsieur, madame, tout le monde. J'avais pas forcément de choses en tête, mais j'avais presque. Je voulais faire des expériences, quoi.
Et puis finalement, on ne propose pas tellement d'expérience quand on a 34 ans et qu'on a passé toute sa vie à faire du ski. On nous dit souvent, ouais, vous pouvez être moniteur de ski. Effectivement, on a le diplôme assez facilement. On n'a pas trop de... Bon, il faut le valider par on va dire 2-3 semaines avec l'ENSA, avec l'école nationale de ski, en tant que sportif de haut niveau. Mais c'est vrai que c'est pas un plan de carrière quand on a les genoux foutus. Donc effectivement, c'est une bonne bouée de sauvetage, mais ça fait pas tout. Donc gros moment de doute. J'ai rencontré des gens qui m'ont dit super, on adorerait travailler avec toi, ça peut être super d'avoir quelqu'un comme toi dans l'entreprise, on ne sait pas trop à quel poste, mais ça peut être intéressant. Par contre, tu as juste un bac, et du coup, on ne sait pas comment te placer, quoi. On ne peut pas te faire un stage parce que tu n'es pas en formation, on ne peut pas te mettre dans un poste parce que du coup, tu n'as pas vraiment un niveau qu'on peut évaluer pour te donner un salaire. On ne sait pas trop comment te faire rentrer dans les cases. Et tes sponsors ? Ouais, les sponsors, encore une jolie chose. Donc la Fédé, j'étais retournée les voir un petit peu en mode aidez-moi, qu'est-ce que je fais maintenant ? Effectivement, quand on a sa vie qui est planifiée et qui est réglée depuis 15-20 ans, c'est difficile d'être lâché dans le grand bain. La Fédé, ils m'ont dit oui, mis à part le bilan de compétences, pourquoi tu fais pas des gosses maintenant ? Ouais, j'arrive à peine à me gérer moi, donc je vais essayer de pas tout de suite mettre un gamin qui sera complètement dépendant de moi, tout de suite dans l'équation. Donc je voulais vraiment essayer de trouver quelque chose d'assez stable. Je suis allée voir ma station des Deux Alpes, que j'adore, je l'ai sur les bras, c'est les montagnes des Deux Alpes. Je suis née là-bas, j'ai grandi là-bas, j'ai été sponsorisée par eux depuis toute petite. Grâce à eux, je pense que j'ai réussi à faire la carrière que j'ai fait aussi parce qu'ils m'ont beaucoup aidé financièrement. Le ski, ça coûte très cher. Donc merci à eux. Et je suis allée les voir pour leur dire, est-ce qu'on continue à avoir un petit partenariat ? Est-ce qu'on continue à faire de la com pour la station ? Est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble ? Ils m'ont répondu que je n'étais pas à l'image de leur cible marketing et que je n'étais pas assez connue internationalement. Donc j'ai renoncé à retourner les voir. Je suis allée voir les seuls qui m'ont vraiment un peu soutenue et aidée, c'est Rossignol, la marque de ski, qui était mon sponsor depuis que j'étais toute petite. Grâce à eux, j'ai pu reprendre une formation au CESNI à Chambéry pour faire une licence commercialisation de produits et services sportifs. Je savais pas trop ce que ça allait pouvoir m'apporter, mais je savais que c'était dans le commerce qu'il allait pouvoir peut-être en tout cas me faire quelque chose avec eux. Donc j'ai fait une licence en alternance avec eux pendant 1 an et j'ai bossé pendant 1 an, enfin pas tout à fait 1 an, mais pendant une période en gros la période commerciale avec eux en CDD pendant 1 année. C'était bien, c'était une bonne expérience, mais c'était pas mon état d'esprit d'être commercial pur et dur, j'étais au service textile pro, donc je vendais des affaires de ski pour les ski clubs et les ESF. Mais du coup, c'était pendant la période hivernale, quasiment de septembre à mai. Et puis, c'était la période aussi où moi, j'avais quand même un petit peu envie, à côté, de faire un peu monitrice, Je savais que c'était pas facile de le faire H24 avec mes genoux compliqués. Mais en tout cas, j'avais un petit peu envie de le faire parce que c'est quand même un bon complément de revenu et puis j'avais pas envie de lâcher, Moi, il faut que je sois dehors, il faut pas que je sois devant un ordi ou sur les routes pour aller vendre un produit. Donc j'ai fait avec eux jusqu'à ce qu'ils aient plus besoin de moi parce qu'en fait, le service est un petit peu restructuré, du coup, il n'y a plus besoin de 2 personnes dessus. Et donc, à la fin de cette expérience pro, j'ai décidé de me refaire une petite préparation physique, sans les grosses contraintes que j'avais avant, mais en tout cas, de me repréparer un petit peu mieux pour faire des grosses saisons de ski. Et du coup, de faire des saisons d'hiver vraiment à fond pour faire des grosses saisons d'hiver. En tant que monitrice. En tant que monitrice de ski. Et du coup, vraiment continuer à partager ce que j'aimais faire, emmener les gens, leur donner des conseils s'ils avaient besoin, mais aussi les balader sur les skis. Vraiment, skier, c'est ce que j'aime. Donc j'aimais bien le partager, c'était cool. Et la première grosse saison que j'ai fait en tant que monitrice de ski à Courchevel, c'était la saison du Covid. Donc bim, au mois de mars, tout s'arrête.
Et donc, comme tout le monde, du coup, tout le reste de l'année à attendre pour que peut-être on retravaille l'hiver suivant, ou on n'a pas travaillé parce que c'était l'hiver où les remontées mécaniques étaient complètement fermées. Bon, c'était un mal pour un bien parce que du coup, je suis tombée enceinte au mois d'octobre, donc j'ai eu une grossesse vraiment super cool pendant tout l'hiver, à pouvoir, pas pouponner encore, mais en tout cas coucouner mon futur bébé et me reposer. Et donc, depuis 2 ans, j'ai refait 2 hivers vraiment à fond à l'ESF de Courchevel. Et le reste de l'année, je ne désespère pas de trouver quelque chose qui puisse être un complément aussi et qui puisse être aussi épanouissant, quelque chose que j'aimerais faire. Après, c'est un peu compliqué en tant que maman, parce que du coup, le mois d'août, il n'y a plus de garderie. Donc, en gros, j'ai de Pâques à fin juillet et de septembre à fin novembre pour arriver à trouver un job de complément. Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore vraiment la suite de ma carrière pro, enfin de ma double carrière pro, on va dire. Mais je suis beaucoup plus déjà épanouie. Je sais déjà ce que je n'ai pas envie de faire. Maintenant, je suis un peu, on va dire, ouverte à beaucoup de solutions. Et on conclura aussi avec les choses que tu fais en ce moment. Qu'est-ce qui fait, d'après toi, que tu as peut-être vécu ces moments de doute un petit peu mieux que d'autres personnes ? Je pense que même si j'ai une très grande sensibilité et du coup vite tendance à un peu m'effondrer émotionnellement, j'ai beaucoup travaillé sur moi pour limiter la casse d'un point de vue émotionnel. Mais j'ai aussi, je pense, un état d'esprit assez positif. Je me suis beaucoup focalisée avec le prep mental sur comment voir les choses positivement, de voir un échec comme quelque chose, pas forcément où on s'écrase par terre, mais comme quelque chose où effectivement on va descendre en bas, mais par contre après on peut rebondir. Et on peut arriver à trouver de la force dans chaque moment un peu de faiblesse, quoi. Qu'est-ce qui fait, vous, que peut-être ces moments de doute, vous les avez vécus un petit peu mieux que d'autres personnes ? Ouais, ça, du coup, c'est assez personnel, mais moi, je compte beaucoup sur mon entourage, comme j'ai dit, et je reviens beaucoup à ce que je suis et sur le travail que j'ai fait sur la connaissance de moi, et je reviens à mes bases. Et du coup, mes bases, c'est là où je vis, ma famille, mes amis, etc. Et puis j'échange beaucoup. Je pense que l'échange, ça apporte énormément. Si on reste fermé sur soi-même, c'est difficile de sortir d'une posture difficile. Échanger avec qui ? Alors, comme j'ai dit, famille, amis, etc. Et puis aussi des gens, d'autres entrepreneurs, des réseaux, l'agence entreprise, voilà, des conseils, et des gens qui peuvent éclairer d'une manière différente de l'entrepreneur qui, lui, est toujours dans sa vie, dans son quotidien hyper prenant, etc., avec son objectif. Donc, prendre du recul, pour moi, ça passe aussi par les externes. Et je discutais tout à l'heure avec le président d'Alpexpo qui m'a dit que lui était sorti, par exemple, il avait pris du recul par rapport à son entreprise et c'était un mal pour un bien. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Et puis, connaissance de soi, entourage. Voilà. Bien. Et anticipation, vous l'avez évoqué, et préparation. Et pour toi, Léa, qu'est-ce qui fait que, d'après toi, tu as peut-être mieux vécu ces moments de doute que d'autres ? Je ne vais pas répéter, mais en effet, je pense que l'entourage, encore une fois, tu disais aussi, on a tous les deux des associés, le fait aussi de pouvoir s'appuyer quand on est 2 ou plus, ça aide aussi. Et pour moi, c'est surtout, il y a le côté prise de recul, mais aussi se rattacher aussi au pourquoi on fait les choses. C'est-à-dire on peut être en doute et à bout d'un moment, soit on continue à regarder qu'on doute, ou on se rappelle pourquoi, et puis on se remet en action. Je trouve que la remise en action, mais en étant toujours aligné au fait qu'on est animé quelque part par quelque chose qui est plus grand, auquel on croit, et qui vaut le coup, entre guillemets, pour nous, je pense que ça aide à mettre de côté un peu. C'est ça qui te motive aujourd'hui pour la suite ? Ah oui, complètement. Donc pas de doute ?
plein de doutes, mais c'est pas grave. Merci. Et toi, qu'est-ce qui te motive pour la suite? Qu'est-ce qui te donne envie? Alors, l'entrepreneuriat, c'est presque une picouse. Après, on a envie de faire que ça. Du coup, c'est là aussi où il faut revenir à qui je suis et puis à beaucoup discuter avec les associés pour savoir ce qu'eux aussi ils ont envie, parce qu'on peut vite dériver de l'objectif premier, ou de ce qu'on a envie en tout cas, parce que c'est vrai que c'est prenant. Et après, ce qui motive, c'est l'aventure humaine, hein. C'est rencontrer, c'est les équipes, c'est les associations, rencontrer des gens, discuter, vous rencontrer. C'est ça qui est motivant. Et pour toi, Marion, qu'est-ce qui te motive aujourd'hui? Ce qui me motive, c'est large. Pour l'instant, c'est que j'ai pas justement encore trouvé, je pense, mon objectif de on va dire, plan de carrière, ou en tout cas de seconde partie de carrière. Voilà, de seconde partie de carrière. Je continue à faire ce que j'aime, donc ça, j'en suis ravie tous les jours. Tu prends la parole aussi, notamment pour le Crédir Sport, c'est ça? Ouais, avec le Crédir Sport, c'est une entreprise qui travaille beaucoup sur l'épuisement au travail, donc qui fait beaucoup de prévention sur le burn-out et l'épuisement des chefs d'entreprise et des salariés. C'est une entreprise qui est basée à côté de Strasbourg. Je me souviens plus du nom du village, c'est un truc en Heim. Mais en fait, ils font des stages pour justement les personnes qui avant qu'ils arrivent dans un burn-out complètement trop ingérable et qui soit difficile à en sortir, ils leur font faire des stages en fait pour rencontrer des gens déjà, pour continuer à avoir une activité sportive, pour avoir une prise de conscience au niveau de leur sommeil, pour parler, pour avoir beaucoup de groupes de parole sur ce qu'ils sont en train de vivre, et justement pour partager tout ça avec d'autres gens, au lieu de se renfermer et de rester tout seul avec leurs doutes et leurs craintes et leur mal-être en fait. Et le Crédir Sport, en fait, le monsieur qui a fondé ça, il a fondé ça après un gros burn-out personnel aussi. Il a fait sa thèse à Dauphine sur le burn-out et sur du coup qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour le prévenir et en tout cas s'en sortir. Et ce monsieur, il utilisait beaucoup les histoires de sportifs avec les hauts et les bas de sportifs, et comment on pouvait justement rebondir d'un échec, étant donné qu'un sportif est plus souvent dans l'échec que dans une victoire totale et perpétuelle. Et donc, il avait beaucoup utilisé mon histoire, sans que je le sache. Il utilisait mon histoire avec ses formations et avec ses stagiaires. Pardon. Et par coïncidence, en fait, il a rencontré ma marraine un jour qui était sur le même événement que lui. Et puis, donc, elle lui a dit, mais vous savez, Marion Rolland, dont vous servez de l'histoire, c'est ma filleule. Donc, super, est-ce qu'on peut se mettre en contact et tout. Donc, j'ai rencontré ce monsieur, j'ai fait pas mal de prises de parole avec eux sur différentes entreprises. Pendant le Covid, j'ai fait beaucoup d'interventions via visioconférence avec eux. Et donc, depuis quelques temps, alors je me souviens plus exactement parce que c'est vraiment eux qui pilotent depuis le haut, et puis moi, j'apporte un peu mon soutien, on va dire, épisodiquement. Ils ont monté le Crédir Sport, justement pour aider les sportifs à ne pas justement tomber dans le burn-out aussi, dans le surépuisement, parce qu'il y a plein de choses tu en as un peu parlé tout à l'heure. La com des sportifs est de plus en plus présente sur Internet. C'est une pression énorme à gérer dans une vie de sportif. On n'a pas tous un agent, on n'a pas tous une attachée de presse qui nous suit H24 pour faire des posts et tout. Donc c'est vraiment quelque chose que le sportif doit faire lui-même. La recherche de sponsors, c'est bien sûr hyper compliqué à gérer parce qu'on n'est pas tous très à l'aise à discuter d'argent devant des entreprises, même si c'est souvent des gens qu'on connaît déjà et avec qui on a déjà eu quelques échanges. Donc c'est du stress qu'on rajoute aussi au stress qu'on se met déjà personnellement sur nos objectifs et sur notre plan de carrière sportive. Donc il y a beaucoup de sportifs qui en pleine carrière en fait explosent d'un point de vue émotionnel et psychologique parce qu'il y a trop de trucs à gérer. Donc le Crédir Sport justement essaye d'avoir un peu de la prévention là-dessus, essaye d'aider les sportifs pros comme les sportifs amateurs,
en forme de professionnalisation, on va dire, des juniors, quoi, qui en feraient la demande. Donc pour l'instant, c'est un peu en maturation, en démarrage, voilà. Donc je partage un peu avec eux sur les besoins qu'ils ont. J'essaye d'apporter un peu justement mon expérience là-dessus. Super. Et tu as prévu quoi pour les prochains mois? Mais pour les prochains mois, cet hiver, ça va être encore un hiver blanc pour moi parce que j'attends un heureux événement pour le mois de février. Donc je ne pourrai pas skier encore, enfin en tout cas, je ne pourrai pas skier tout de suite cet hiver d'un point de vue travail. Donc voilà, numéro bis arrive et puis le rôle de maman est d'ailleurs très en lien avec l'entrepreneuriat aussi parce qu'on nous donne aussi beaucoup de conseils qui ne sont pas tout le temps nécessaires et ça demande aussi une grosse dose de confiance en soi parce que on est un peu lâché dans le bain, surtout avec le numéro 1 qui est souvent un petit peu la découverte de ce nouveau métier. Merci Marion et merci à tous les deux. On a un petit moment pour vos questions si vous le souhaitez. Est-ce qu'il y a des questions dans le public pour nos invités? Une question ici, je ne sais pas si on a des micros. Juste ici. Bonjour. Un petit clin d'œil à Alain Carrel des Deux Alpes, qui a été mon entraîneur, mais je ne suis pas du tout à votre niveau. Un deuxième clin d'œil parce que j'ai tenté un record du monde de randonnée en roller à 25 ans avec un gars qui est devenu mon associé chez Compagnon de Cordée. Un clin d'œil à Marc qui, il y a quelques mois, m'a reçu dans son bureau et m'a dit « Ça fait 16 ans que tu as créé Compagnon de Cordée? C'est basé au Bourget? Tu as mis du temps, puis tu as créé quelque chose, bravo. » Donc merci Marc. Et puis mon petit clin d'œil, c'est finalement, depuis que je vous écoute depuis tout à l'heure, je me dis « Mais c'est génial en fait. » Le sportif de haut niveau, en fait, il est chef d'entreprise. Le chef d'entreprise, il est sportif de haut niveau. Les deux, ils sont la même chose, mais sans le savoir. Et pas forcément, ils ont été les deux, mais en tout cas, ils ont les mêmes caractéristiques. Et finalement, le truc qui me fait un petit clin d'œil, c'est est-ce que vous ne croyez pas que le plus important, c'est au-delà du digital, parce qu'on s'envoie des SMS, on s'envoie des réseaux, enfin tout ce qu'on veut. Et là, je fais un clin d'œil aussi à Marine là-bas. Finalement, est-ce que vous ne croyez pas que c'est le fait de s'entourer, comme disait Nelson Mandela, je ne pars jamais, j'apprends. Mais est-ce que vous ne croyez pas que c'est le fait de s'entourer, d'avoir des vrais liens ensemble, de se parler face à face, de bugne à bugne, de se croiser dans la vraie vie, au-delà du Covid, de tout ce qui nous a emmerdés pour ne pas nous voir. Mais est-ce que vous ne croyez pas que c'est important qu'on se retrouve tous en vrai? En plus, on a une super région pour le faire. Et je pense que quand on est entrepreneur ou sportif ou les deux, c'est peut-être ça qui change tout. Ouais, l'échange, c'est clair, ça fait partie de. Alors, je parlais d'entourage, pour moi c'est ça. Après, il y a beaucoup de réseaux. Il faut choisir ses réseaux aussi. On ne peut pas être partout. C'est vrai qu'on est vous le savez, quand on est chef d'entreprise, on est sollicité sur pas mal de réseaux. Et c'est toujours intéressant parce qu'on rencontre des gens intéressants, qui ont les mêmes problématiques, avec qui on peut avancer, qui nous aident et qu'on aide aussi, parce que les échanges, c'est à double sens. Après, ouais, faut arriver à concilier le quotidien et puis le réseau, prendre de la hauteur et concilier le quotidien. Mais c'est vrai que les échanges, c'est ce qui est le plus riche. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ouais, je trouve que justement, autant entrepreneur que sportif, on a besoin de partager, on a effectivement dans les moments de doute besoin de s'entourer et quel meilleur moyen de s'entourer que de rencontrer des gens et de vraiment parler face à face. Ça, c'est clair que ça se perd un peu. C'est pas incompatible avec le digital, justement, il faut aussi s'en servir, mais c'est vrai qu'il arrive un moment, effectivement, il faut se mettre une claque dans le dos et puis se rencontrer, quoi. Oui, je vais pas répéter, je suis convaincue sur en effet le côté échange et que c'est en effet des histoires de rencontres. Je mettrai un petit point pour mon côté digital, dans le sens où des fois aussi c'est rencontrer les bonnes personnes et parfois on l'a pas tout de suite proche de nous. Et justement, nous, pour les histoires qui peuvent se créer sur la plateforme, c'est aussi chouette de savoir qu'il y a un handballeur qui était parti faire des études de kiné en Belgique et qui en fait s'est pu revenir à Albertville parce que le club d'Albertville ne savait pas qu'il revenait.
Mais c'est aussi chouette aussi d'avoir une basketteuse croate qui a pu passer 2 ans en Espagne et elle avait aucune idée qu'elle aurait pu rencontrer ce club-là. Donc oui, pour les rencontres physiques, pourquoi pas, mais ça aussi, ça aide d'autres types de rencontres, le côté digital. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va vous apporter le micro. Bonjour, merci déjà pour vos témoignages. J'ai une question, vu que dans le sport, la récompense, c'est la médaille. Dans l'entrepreneuriat, je voulais savoir avec vous, quelle a été votre plus belle médaille au cours de vos années d'entrepreneuriat, qui a le goût d'une victoire autant qu'une victoire sportive? C'est les restos. Les restos. Les bons restos. Il y a un petit côté financier quand même, hein, quand on est entrepreneur, il y a aussi la partie financière. C'est toujours un peu tabou en France, mais bon, faut pas trop se leurrer. Et puis après, il y a toutes les réussites d'équipe, de projets, en fait, de projets qu'on arrive à mener à bien en équipe, faire progresser des gens aussi qui savaient pas qu'ils pouvaient progresser dans l'entreprise. C'est démarrer une aventure avec des associés et puis arriver à un endroit où on n'avait pas du tout imaginé qu'on arriverait, mais on arrivait à faire quelque chose. Enfin, c'est des aventures en fait. C'est ça la médaille. C'est réussir des aventures et puis s'éclater au quotidien. C'est ça la médaille. La satisfaction qu'un plan se déroule sans accroc. Ça arrive, ça. Pour rebondir, comme je disais tout à l'heure, sur le côté petit pas, je pense que justement, il faut arriver à se forcer parfois, mais à célébrer justement les petites victoires, peut-être l'équivalent des courses avant la médaille. Donc voilà, nous, on a construit quelque chose de zéro, donc ça a pu être les premiers témoignages du premier club joueur qui disent « Ah, en fait, on s'est rencontrés, il est dans l'avion, il arrive ». Ça peut être la première fois que tu as la notification, premier paiement. Voilà. Donc je pense qu'il faut arriver à célébrer justement les petites médailles intermédiaires parce que des fois le chemin peut être long et elles valent autant que... Enfin peut-être pas autant, oui. Parce que la belle Marseillaise quand même ça doit être chouette, mais il y a plein de petites médailles avant peut-être les plus gros. Mais comme dans le sport, la célébration des petits moments de réussite, c'est tout aussi important que d'arriver justement sur la médaille, d'arriver à trouver de la confiance dans le jour blanc, d'arriver à ne pas se prendre la tête avec une condition extérieure, d'arriver à faire abstraction de ce que les autres pensent. C'est plein de petites victoires, d'arriver à skier peut-être un jour en post-rééducation, de ne plus avoir mal au genou quand tu fais une descente de ski. C'est plein de petites victoires, je pense, qui sont hyper importantes à célébrer, autant que les grosses victoires qui du coup résultent de toutes ces petites victoires. Est-ce qu'il y a encore une question? Moi, ça me va, on est pile poil en timing, donc ça m'arrange, mais... Eh bien, écoutez, moi, je vous remercie tous les trois, je vous remercie tous pour votre présence, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci bien sûr à l'ensemble des organisateurs, aux partenaires. On peut vous retrouver aussi à Savoie Expo le 19 et 20 octobre parce qu'il y a un événement qui s'appelle Decidia, qui est un événement aussi avec l'ensemble de ces partenaires économiques qui sont là. Un événement avec 8 conférences et 24 ateliers. Donc, on espère que vous serez parmi nous. Merci beaucoup à tous.